Et le prochain orateur est Jean-Robert Delperot, de Marseille, comme chacun sait, l'Institut Paoli Calmette. Et il a une question essentielle à traiter, qui est une véritable lueur d'espoir. L'évolution vers des centres référents est-elle prévisible et souhaitable? Jean-Robert. Merci beaucoup, merci de votre invitation, très honoré. Donc c'est un sujet difficile, sensible, auquel je vais essayer de répondre. Bien sûr, ce topo n'est absolument pas exhaustif parce que la littérature abonde sur le sujet, et j'ai donc choisi quelques papiers. Et ma seule image, entre guillemets, puisque Christian a été très vigilant sur le nombre des diapositives, les images, tout ça, je me permets de dire ça, ma seule image, c'est celle-là, ce qui est exceptionnel quand je parle. D'habitude, j'aime bien les photos, mais là, il n'y en aura pas, il n'y a que du texte. Et donc, je vais essayer de vous intéresser à ce sujet difficile. Alors, la première question, c'est l'évolution vers les centres référents est-elle prévisible? Il se passe des choses. Le bouche à oreille compte beaucoup, en tout cas dans ma région, il est fondamental. Les médias s'y emploient. Classement des hôpitaux, classement des praticiens. De temps en temps, ça ne se passe pas très bien parce que le Conseil de l'ordre est en train de nous poser un petit souci. Jean-Pierre pourra en parler tout à l'heure. L'accès à l'Internet, les blocs santé, les sites hospitaliers. Tout à l'heure, on a fait référence aux sites hospitaliers qui rapportent les survues catastrophiques dans le cancer du pancréas et qui ne sont pas très bons pour le moral des malades. Bon, ce n'est pas le cas de tous les sites, mais c'est à discuter. Les articles de vulgarisation, les revues médicales générales. Et puis de l'autre côté, j'ai mis une espèce de barrière entre les deux, le législateur, c'est-à-dire l'HAS, l'INCa, les experts venant des sociétés savantes, les organismes assureurs publics et privés, et je renvoie à ce qui se passe aux États-Unis avec Medicare. Les articles scientifiques n'ont aucun impact sur le public. Alors un exemple sur le net, j'ai cherché, j'ai Google, moteur de recherche, mots-clés, chirurgie, cancer digestif, qui doit opérer, où se faire opérer, et j'ai rentré cancer du pancréas. Alors on trouve tout, et en particulier il existe un blog, France 2, mon blog médical, et là on y trouve le cancer, on ne peut pas soigner tout n'importe où, et quand on va un peu plus loin, on cherche cancer du pancréas, et on trouve, alors ça c'est assez étonnant, c'est une chirurgie délicate qui ne peut être réalisée que par des spécialistes afin de limiter le risque d'apparition de nouvelles tumeurs au même endroit. Alors ça m'a scotché parce que c'est vraiment pas le problème du cancer du pancréas. Et c'est très curieux que l'on souligne avant tout le problème de la récidive leucorégionale qui est vraiment pas le problème de cette maladie. Le législateur, il existe aujourd'hui une circulaire relative à l'organisation des soins en cancérologie. Elle est disponible sur Internet, il y a un PDF. Il y en a même deux, puisque ecancer.fr met à disposition un PDF sans mot de passe auquel on peut avoir accès. Et je vous en livre là la substantifique moi. La notion de seuil d'activité doit être discutée selon que l'on analyse le chirurgien ou l'établissement. Et on verra que dans la littérature, effectivement, il y a une discrimination à faire entre le chirurgien, la personne du chirurgien, et la structure dans laquelle il travaille. Deuxième point, le seuil d'activité minimum peut sembler s'imposer, mais ne sera en aucun cas un critère de qualité, et sa mise en place ne correspond pas à une vision pragmatique de la chirurgie digestive. Alors ça, on peut beaucoup discuter. Je retiens surtout le troisième point, la qualité de la formation initiale et de la formation continue obligatoire en cancérologie demeure certainement un critère de qualité, on pourrait dire peut-être le critère de qualité, plus fiable que le nombre de malades opérés par an. Les trois points suivants, qui là aussi sont tout à fait détaillés dans la circulaire, sont les seuils d'activité. Ils doivent être envisagés par service ou par équipe, et non par individu. Il faut apprécier leur évolution dans le temps, et ça c'est très important. Je peux donner un exemple dans mon institution par exemple. La chirurgie du pancréas en 1990, c'était 20 résections par an. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 100. Et le corollaire, c'est une morbidité qui est passée une mortalité, qui est passée de 13%, ce que je trouvais énorme en 90, 13%, et aujourd'hui, en 2012 et 2013, c'est 0,7%. Donc je crois un peu au volume d'activité, mais ce n'est pas tellement le volume qui a changé chez nous, c'est la prise en charge globale du malade, et en particulier l'avènement de la radiologie interventionnelle sur place, une réanimation efficace et un environnement autour de nous, autour de l'équipe chirurgicale, qui a radicalement changé en 15 ans.
Si l'on veut proposer un quota minimum d'activité, moi ça je trouve ça beaucoup plus discutable. Le nombre de 30 cancers par an semble raisonnable. Alors 30 cancers par an, tout organe confondu, par établissement, je ne sais pas trop ce que ça vaut. Voilà. C'est la conclusion de la circulaire, on peut en discuter si vous le souhaitez. Alors, cancer du pancréas, volume et ou expertise. Résultat égale évaluation égale mesure. Il faut bien mesurer pour évaluer. Alors, il y a des mesures classiques, c'est la mortalité, la morbidité post-opératoire. Il y a des mesures plus modernes, c'est un peu ce qu'a montré Nicolas il y a un instant, c'est le délai de reprise d'activité, la qualité de vie, mais aussi la satisfaction du patient. Et puis, il y a une mesure quand même qui est fondamentale, c'est l'impact sur la survie à long terme. Alors, à ça, il faut ajouter le coût. Et aujourd'hui, le pays est particulièrement concerné par le coût, qui doit s'ajouter obligatoirement aux mesures d'évaluation. Et le coût, le papier de Annals publié en 2005 sur ce problème, montre bien que la complexité de la chirurgie est le premier facteur du coût induit pour l'hôpital et pour la société. Il est évident que la duodénopancréatectomie céphalique et l'œsophagectomie sont les deux premières interventions en termes de coût dans le domaine de la chirurgie digestive. Alors, un débat autour, je m'excuse, il y a une faute de frappe dans ma diapo, un débat autour du volume critique. Alors je vais faire pour et contre, pro and con. Alors pour, je renvoie au papier du New England, qui est maintenant un peu ancien, 2002, et qui avait fait d'ailleurs couler beaucoup d'encre avec un échange de courriers extrêmement abondant. Mais vous voyez que, regardez bien les chiffres, c'est intéressant, les hauts volumes, c'est 6 à 16 malades, et les très hauts volumes, c'est plus de 16 malades. Finalement, dans le papier de Biermeyer, c'est assez peu. Et on regarde effectivement l'évolution de la mortalité. Vous voyez qu'à moins de 1 par an, 16%, 1 à 2, 14%, 3 à 5, 11%, et puis on réduit. Et à plus de 16, on arrive à 3,8%. Je rappelle que dans le rapport de l'AFC, qui représente quand même la chirurgie française, dans le rapport de l'AFC, la mortalité des duodénopancréatectomies céphaliques 2005-2009, multicentrique, c'est 3%. La réduction de la mortalité liée au volume d'activité, alors en valeur absolue, ça paraît énorme, mais pour les pancréatectomies, c'est 67%, et pour l'œsophagectomie, c'est 32%. Ça, ce sont les papiers du New England, vous les connaissez, ils sont célèbres maintenant. J'en viens à un papier un peu plus récent, qui est une revue systématique et méta-analyse de ce qu'on appelle le volume outcome en chirurgie pancréatique, donc plus spécifiquement en chirurgie pancréatique. Vous voyez que cette méta-analyse montre que la mortalité post-opératoire avec un odds ratio de 0,3, donc une réduction qui est très significative du risque, et une survie, et là intervient la notion de survie à long terme, puisqu'on sait aujourd'hui que la complication post-opératoire majeure grève la survie à long terme de la chirurgie carcinologique, eh bien vous voyez que l'odds ratio, s'il est un peu plus faible, quand même, il est assez intéressant puisqu'on a un odds ratio à 0,7. Ce qui veut dire en fait qu'on réduit de 30% le risque de mortalité à long terme. Les complications post-opératoires. Eh bien, les complications post-opératoires, quelle que soit la chirurgie, et même pour la cholécystectomie, eh bien, réduisent la survie à J30, bien sûr, mais à long terme, et ce papier le montre très bien. Je rappelle un très bon papier publié en 2006 dans le Journal of Gastrointestinal Surgery. Je trouvais que le titre était assez sympathique, puisqu'il résume bien les choses. Une résection marge zéro accompagnée du minimum de complications post-opératoires possibles et la contribution majeure du chirurgien à la survie à long terme des cancers du pancréas. Contre. Eh bien, contre, voilà. Un papier très récent, 2012, fin 2012, qui est issu quand même d'un travail suscité par des groupes d'assurance, c'est important de le savoir, 260 000 patients, évaluation de la mortalité dans les résections pancréatiques, 4,7%. Vous voyez qu'en France, on est un peu en deçà de ce chiffre. Le rapport de l'AFC le montre. Anémie de la aorte, résection œsophagienne, greffon coronaire, vous avez les chiffres. Et la conclusion de ce papier, c'est que
le volume à lui seul n'est pas un critère suffisant pour faire une mesure de la qualité chirurgicale. Je traduis mal ce qui est écrit sur la diapositive. Le volume n'est pas le facteur significatif de la réduction de la mortalité. Moi, je suis un peu surpris par les résultats de ce papier parce que les 3 facteurs qui sortent avec un P très hautement significatif, c'est les interventions électives. En matière de chirurgie pancréatique, elles sont toutes électives. L'insuffisance rénale, ça on peut le concevoir. La malnutrition aussi, et l'âge. Et ça, je trouve que c'est paradoxal au moment où de très nombreux papiers montrent l'équivalence des résultats par le biais d'ailleurs de la sélection des malades. Et vous savez qu'aujourd'hui, la DPC au-delà de 80 ans est acceptable à condition que le malade ait un performance status qui soit correct. Le rapport de l'AFC, encore une fois, le montre, la mortalité n'est pas significativement différente chez le sujet de plus de 75 ans. Mais bien sûr, ce sont des malades sélectionnés. Alors, je vais conclure mon topo par les programmes de collaboration qui semblent finalement plus efficaces que les mesures légales susceptibles d'imposer des quotas arbitraires. Et le meilleur exemple nous vient des États-Unis. C'est l'exemple du National Surgical Quality Improvement Program. Voilà. Il y a un site, il est très facilement accessible sur Internet sans aucun mot de passe. Tout y est très clair. Et vous savez que l'American College of Surgeons est très impliqué dans ce programme d'amélioration des soins. Moi, c'est pas très français ça, je suis très impressionné par ce qui est écrit sur la couverture du site. Voilà. Ce programme permet de réduire, d'éliminer ou d'éviter 250 à 500 complications par an, de sauver 12 à 36 vies en fonction du site de soins et de réduire le coût de la santé de plusieurs millions de dollars. Autrement dit, ça se résume comme ça. Amélioration de la qualité par un programme collaboratif interhôpitaux, de meilleurs soins, et ça coûte moins cher. Alors là, c'est un exemple, je vais passer vite, mais qui a été publié dans Archives il n'y a pas très longtemps. C'est dans l'État du Michigan. 16 hôpitaux se sont groupés pour discuter les dossiers, en particulier les dossiers de chirurgie complexe, pancréatique, œsophagienne. Ces hôpitaux ont traité 35 000 patients. Dans le même temps, dans l'État du Michigan, 280 000 malades ont été opérés. Les critères de qualité de l'acte ont été évalués, les pratiques périopératoires ont été évaluées, et on peut dire que ce programme collaboratif a permis de réduire significativement la morbidité sur 2 périodes comparées, avec un odds ratio de 0,8. J'en viens à la conclusion. Le chirurgien, certainement, son environnement, probablement plus que le chirurgien lui-même. Et pour la chirurgie pancréatique, l'anesthésie-réanimation, cela vous a été déjà montré, mais aussi l'environnement de gastro-entérologie et la radiologie interventionnelle qui ont transformé la prise en charge des complications post-opératoires. Le volume d'activité à lui seul n'est pas un critère suffisant. La qualité est supérieure à la quantité. Et je vais, si tu le permets, Christian, montrer que les erreurs stratégiques commencent dès le scanner initial et que donc il faut discuter. La qualité du scanner, les coupes fines, ce n'est pas toujours fait. Les anomalies vasculaires à dépister, la résécabilité à évaluer. Et une enquête récente aux États-Unis montre que sur la tomodensitométrie initiale, la marge sur l'artère mésentérique supérieure est surestimée dans 75% des cas. Conclusion, le chemin reste encore long et je reviens à la première communication, Globocan. Vous voyez que l'incidence et la mortalité, que ce soit chez l'homme et chez la femme, dans cette terrible maladie, reste comparable. Je vous remercie. Merci Jean-Robert, merci beaucoup. Voilà une lueur d'espoir significative que tu nous as apportée. Bon, la discussion est faite par notre ancien président, Jacques Beaulieu. Merci Jean-Robert. Donc le problème est tout de même assez complexe, comme vous l'avez compris, il y a tellement d'incidences. Et à t'écouter, il y a aussi un point fondamental, si je crois bien, en comparant ton expérience en 90 maintenant, il y a aussi l'effet de l'expérience, qui a peut-être diminué la morbidité.
Alors, j'ai lu récemment toutes les publications les plus récentes, et dans l'année, il y a eu 2 publications très belles. Une qui vient de Thaïlande, d'une équipe que tu connais bien, une autre de Jiangdong, qu'on a reçu ici, ce Chinois de Pékin, qui a une énorme expérience, c'est toujours des séries de 500 malades, 600 malades, où l'effet volume, l'effet expérience du chirurgien et du centre semble tout de même favorable. À l'inverse, j'ai été très frappé par, tu te souviens certainement, Daniel, Christian, un exposé qui nous a été fait par Gouma de Rotterdam il y a quelques années, l'European Surgical Association, qui montrait que des travaux évalués sur 10 ans, montrant que dans certains centres entraînés, qui réunissaient toutes les expériences collaboratrices que tu as citées, la morbidité était faible, n'avaient eu aucun effet en 10 ans sur la modification du recrutement des malades en Hollande, dans les Pays-Bas. Alors, que penses-tu de cela? Deuxièmement, hier soir encore, nous avions une réunion à l'Académie où il a été montré qu'en France, on va quand même maintenant vers progressivement, facilité par sans doute l'Internet, les résultats, l'analyse des résultats, la publication des résultats. Ça existe déjà dans le privé, mais beaucoup plus dans les prochaines années dans le secteur public. On va vers une connaissance, une transparence des résultats. Et on doit se préparer à cela, tous les uns et les autres, ou tout du moins préparer nos successeurs à cela. Comment penses-tu que ces résultats puissent avoir une efficacité, puisque c'est ça qui est important, pour attirer les malades finalement dans les bons centres? Une réponse courte, Jean-Robert, s'il te plaît. Mais toi? Je n'ai pas de réponse. Non, la question est la question de fond. Mets-toi devant l'ordinateur. Oui, je me mets devant l'ordinateur pour ne pas répondre. Non, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse, Jacques, à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer les malades dans les centres compétents? La publicité, voilà. Après, ça pose problème, la publicité, parce que ce sera critiqué. Non, moi, je crois beaucoup à... Je crois que, globalement, quand même, dans le milieu chirurgical, chacun sait qui fait quoi. Ça, je crois beaucoup à ça. Et que finalement, les malades, ils finissent par savoir qui fait quoi. Globalement, je crois assez à ça, beaucoup plus qu'à la législation, aux quotas arbitraires, etc. Et je crois beaucoup à la formation de nos élèves, parce qu'on en parlait très récemment de ça, je veux dire, même si on définit des centres experts, il y a un nombre de malades à soigner. Il n'est pas dit que les centres experts arrivent à soigner le nombre de malades qui vont se présenter. C'est un problème de fond. Donc le problème, c'est la formation. Donc on est tenu d'assurer une formation de qualité. Okay. Et ça, à mon avis, ça peut être évalué. Bon, ok, on a compris, Jean-Robert. Juste un petit mot. Et j'en termine. La discussion d'hier soir avec Bertrand Millat et Roland Parc disait l'avenir, c'est que les résultats étant connus, c'est les associations de malades, la presse et les associations de malades qui vont faire cela. Or, il y a indiscutablement des progrès dans les dernières années. Passer de 3% de mortalité à 2%, c'est difficile. C'est compliqué. Ok, merci. Merci beaucoup. On garde du temps pour une discussion plus générale à la fin.